But you do believe it's going to change the world. I believe it's going to change the world more than anything in the history of mankind, more than electricity. Bonjour à tous, bienvenue. Ce que vous venez d'entendre est quelque chose de très profond. C'est un séisme, c'est un Big Bang technologique, surtout dans le monde de la révolution industrielle. L'intelligence artificielle, je sais, vous en avez déjà entendu parler, mais vous n'êtes pas prêt à comprendre ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Et ici, j'aimerais vous sensibiliser surtout sur ce qui est en train de se passer actuellement, ce que les grandes compagnies de la Silicon Valley, au travers de mes projets, au travers des expériences que j'ai au quotidien, il m'est arrivé de comprendre quelque chose de plus profond. Je pense que certains d'entre vous avaient déjà compris plus ou moins en termes de musique sonore en background. Mais ici, je vais vous démontrer surtout comment cela pourrait être possible si jamais, et je pense que c'est le cas, ces outils, les nouveaux outils, les nouvelles IA qui viendront se mettre concrètement en place. Restez avec moi dans cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais révéler surtout avec des informations beaucoup plus précises à la fin de la vidéo ce qui va se passer au sein de votre activité, au sein de votre métier ou au sein de votre entreprise. Donc, soyez conscients et commençons tout de suite le sujet de la vidéo. Bienvenue, je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation et je suis expert en conception et en création de solutions d'intelligence artificielle. Je forme les personnes ou j'accompagne les personnes qui souhaitent se lancer dans l'IA à bien comprendre les impacts de l'IA et surtout à créer véritablement des véritables systèmes intelligents. Aujourd'hui, je vais vous amener dans la conception d'une théorie, bien sûr, de mon idée de base sur comment votre métier est en train d'être remplacé. Je pense que vous êtes déjà conscient du fait que l'IA est en train de ravager le monde de l'entreprise, le monde des emplois. Ça, je pense que tout le monde, plus ou moins, en fonction de son degré d'information sur l'IA et de sa capacité à se projeter dans l'avenir, a déjà pu cerner cette faculté sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Maintenant, j'aimerais vous amener sur la méthodologie de comprendre comment cela pourrait se mettre en pratique, bien sûr avec un niveau de détail assez concret pour que vous puissiez prendre la teneur des choses. Et les amis, je vous dis véritablement ce qui est en train de se passer parce que je travaille dans des grands projets internationaux sur l'IA et je constate aussi quelque chose qui n'est pas surtout mis en avant. Le monde francophone est toujours en retard, hélas, quant à se projeter dans cette nouvelle technologie. La France, mais pas que la France, mais l'Europe de manière générale, et le reste du monde d'ailleurs, plus globalement, a raté la révolution Internet, la blockchain, la cryptographie bien avant, et aujourd'hui Internet. Seule la Chine et les États-Unis, bien sûr, sont en tête dans ce duo, dans ce tandem sur l'IA. Et aujourd'hui, ce que je vais vous révéler, vous n'êtes pas prêt véritablement à comprendre ça. Alors, je suis obligé parce que je pense que si je vous le dis déjà, c'est parce que vous imaginez que les grandes firmes, les GAFAM au niveau de la Silicon Valley s'y mettent déjà parce que c'est le futur et comme disait Joseph Schumpeter, création destructrice. Dans l'avènement de toute nouvelle technologie, deux choses se passent. Premièrement, il y a la destruction. Destruction, parce que évidemment, modernité, industrialisation, automatisation. Et la création par la suite, ou la partie où les individus deviennent plutôt modélables, s'adaptent à la technologie. Et ceux qui ne parviennent pas à faire cette transition d'être un modèle lié à la technologie disparaîtront tout simplement. Et l'IA également, justement, est un broyeur ici. Je vais continuer. Alors, la technologie ici, déjà pour ceux qui ne comprennent pas fondamentalement l'IA, je vous ferai un petit rappel. Si vous souhaitez aujourd'hui vous lancer dans l'IA, vous devez comprendre quelques concepts très bien clés. Très simple, hein. Bien sûr, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Parce que je pense qu'à foison, on fait que répéter IA. Beaucoup de personnes ont des vagues notions. Donc, qu'est-ce que l'IA? Si vous comprenez ça, la philosophie derrière qui sous-tend, l'espace sous-jacent de cette technologie. Qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce que le machine learning? L'apprentissage automatique. Il y a beaucoup de jargon en anglicisme, mais vous êtes obligé quand même de vous mêler, mais j'essaierai de traduire au plus possible.
Donc, qu'est-ce que le machine learning? L'apprentissage automatique. Qu'est-ce que le deep learning? L'apprentissage profond. Et aujourd'hui, particulièrement sur la branche, l'une des branches de l'IA qui fait vraiment unanimité et qui a le vent en poupe, c'est l'IA génératif. Vous devez aller comprendre qu'est-ce que le langage naturel, le traitement du langage naturel, le NLP, Natural Language Processing. Déjà, avec ces termes-là, si c'est clair pour vous dans votre esprit, vous êtes prêt à vous engager et à vous lancer dans la conception et la création des outils intelligents. C'est la base. Alors, l'intelligence artificielle, pour faire rapidement, disons que c'est toute méthodologie ou tous les concepts techniques moyens pour pouvoir mimer, répliquer le comportement humain. Le comportement humain se traduit généralement à travers l'intelligence qu'on va décliner sur plusieurs facettes. Le langage naturel, le fait de parler une langue et de se faire comprendre, de comprendre l'autre. Le fait de visualiser une image, de reconnaître l'outil, l'objet en question, un chien, un chat, fait une distinction des objets, ça fait partie de l'intelligence. Le fait, bien sûr, d'être capable de produire du raisonnement, de faire de l'inférence sur un texte quand vous étiez au lycée, faire du résumé du texte, derrière, vous produisez un modèle d'inférence à travers ces données. Tout cela entre en compte ici dans ce que je vous ai dit dans cette partie, dans les facettes de ce qu'on va appeler l'intelligence. Bien sûr, l'intelligence ne se délimite pas qu'à ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, il y a débat dans la communauté scientifique pour pouvoir mieux cerner en fait le périmètre de l'intelligence. Mais ce qui nous concerne dans la praticité, dans la mise en place des systèmes intelligents, véritablement pour le coup, ce que je viens de vous citer, est fondamental à comprendre. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est beaucoup plus sur l'IA génératif. Donc l'IA génératif, c'est les systèmes, les outils qui vont produire en sortie des images, des textes, des sons, des vidéos. Voilà. Et les méthodes derrière qui sont appliquées, on va maintenant entrer dans ce qu'on appelle, par exemple, le machine learning, l'apprentissage automatique. Comment faire en sorte que la machine puisse être capable de produire ces événements de sortie. Images, textes, sons, etc. Donc, voilà ce que est le machine learning. Dans le machine learning, bon, je ne vais pas perdre ce temps. On va scinder 3 catégories. Principalement, l'apprentissage supervisé. Donc, qui dit apprentissage supervisé, c'est l'humain, c'est le concepteur à la base humain qui va guider la machine sur ce qu'elle devrait apprendre. Et dans cette méthodologie-là, il devra fournir à la machine des données exemples, donc des entrées de données. Voici, par exemple, si on voudrait que la machine puisse reconnaître des images de chiens, dans l'apprentissage supervisé, on va fournir à la machine, lors de son entraînement, des données, des photos comportant des millions et des milliards, voire plus, d'images de chiens. Et sur cette base-là, la machine derrière, par la mise en place des algorithmes, va de plus en plus s'habituer à reconnaître ce qu'on appelle des patterns, des motifs qui constituent ce qu'on appelle une image d'un chien. Pour nous, humains, c'est des processus qui nous semblent très rapides parce que, justement, c'est la question de l'intelligence. Vous prenez un enfant à la maternelle, très petit, on vous montre des images de chiens, de chats, etc., d'animaux. On vous pointe du doigt, voici un chien, voici un chat. Et en quelques heures, en quelques minutes, l'enfant retient tout de suite que voici ce qu'on appelle un chien, voici ce qu'on appelle un chat. Pour la machine, cela prend du temps. C'est un long processus. Mais aujourd'hui, une chose véritablement qui a fait basculer le monde de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, historiquement, ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis les années 50 à peu près. D'accord ? Il y a eu les systèmes experts, mais on n'était pas encore à un système évolué comme aujourd'hui. Ce qui a véritablement fait changer, le game changer qui a véritablement fait le shift dans le système, c'est la puissance calculatoire, la puissance combinatoire. Aujourd'hui, nous avons des GPU, Graphic Processing Unit, de NVIDIA et d'autres, bien sûr, qui sont capables de calculer à une vitesse phénoménale. Vous ne vous en rendez même pas compte, en fait. Et prendre des milliards de données
aussi volumineuse soit-elle, pour ces GPU en question, c'est comme prendre une calculatrice du lycée et faire 1 plus 1 égale 2. Vous voyez? Voilà ce qui a véritablement fait, changer, ce qui nous a fait basculer le saut qualitatif pour entrer dans la modernité des intelligences artificielles d'aujourd'hui. Donc, dans l'apprentissage supervisé, effectivement, ce long processus de reconnaissance d'images, etc., se fait avec des algorithmes qui sont capables d'être exécutés en un temps record. Et à partir de là, l'outil, la machine on aura un modèle en sortie sur lequel on va conjecturer maintenant les prochaines images qui viendront par la suite pour définir, à savoir si c'est un chien ou pas, chien, chat, etc. Donc ça, c'est l'apprentissage supervisé. Je vous la fais très courte, mais très synthétique. Vous pouvez réécouter à nouveau. Donc ça, c'est la première partie du machine learning, de l'apprentissage automatique qui est le plus utilisé. Maintenant, il y a une seconde partie où on va appeler cela l'apprentissage non supervisé. Concrètement, ici, c'est à peu près le même comportement que dans l'apprentissage supervisé. Ici, la seule différence, c'est que on va présenter à la machine des photos de chiens ou de voitures ou d'objets, peu importe, mais on ne dira pas explicitement à la machine que ceci est une photo de chien, de voiture ou de chat. Mais par contre, ce qui va se produire par la suite, c'est que la machine, donc, en ayant beaucoup plus de données de ce genre, des milliards de quantités de données, en tout cas, sera capable de tirer des enseignements, entre guillemets, sur l'ensemble des données, ce qu'on appelle des data, des images qui lui auront été fournies. Et un modèle également va être produit pour pouvoir donc inférer par la suite les prochaines données qui nous serviront de test. Voilà l'apprentissage non supervisé. Et il y a une dernière partie, l'apprentissage par renforcement, où là, on va beaucoup plus se baser en fait sur le fait de renforcer le comportement d'un agent intelligent ou d'un système intelligent sur un comportement bien précis. Elle est moins bien utilisée, moins perfectionnée pour l'instant, mais justement, c'est cette partie-là, entre autres, sur cette partie-là, qui va servir d'exemple dans le fait de pouvoir remplacer le métier des salariés au sein des grandes entreprises. Vous vous dites peut-être que vous êtes expert dans votre domaine, médecin, avocat. Je m'adresse donc ici effectivement aux métiers entre guillemets qui sont considérés comme étant nobles ou bien vus dans la société. Médecin, avocat, juriste, magistrat, trader. Je peux vous garantir que vous tous, vous êtes concernés également. Et je dirais même que la personne ou les salariés les moins concernés sont d'ailleurs les personnes qui sont dans le plus avec le contact humain. Donc, il y a les plombiers, les caissières, bon, alors là, les machines automatiques, mais voilà. En tout cas, ce dont on va encore faire appel à leur intelligence artisanale, le fait de pouvoir concevoir une pièce de couture bien structurée, bien cousue, ce genre de détails, ça, ce sera vraiment prisé. Donc, même si vous êtes ingénieur, même si vous avez fait des grandes écoles, HEC, classe préparatoire scientifique, comme c'est le cas pour moi, et d'ailleurs, je trouve que, d'ailleurs, aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus à des métiers de ce sens, en fait. Ça a toujours été, mais je n'ai pas attendu l'intelligence artificielle pour pouvoir me lancer dans ce sens. Parce que les gens ne se rendent pas compte que plus vous utilisez ces outils intelligents, ces machines, ces ordinateurs, et derrière, votre métier avance à une vitesse de remplacement assez grande. Bon, donc j'ai expliqué de manière rapide l'intelligence artificielle, le machine learning. Dans le machine learning, donc, je vous ai dit les trois méthodes, l'apprentissage supervisé, non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Et il y a dans justement la branche du machine learning ce que l'on va appeler le deep learning. Le deep learning, c'est de l'apprentissage automatique, du machine learning, mais cette fois-ci, nous allons nous baser sur des architectures de transformation et de manipulation de données basées à peu près, bien sûr, sur la manière dont les neurones fonctionnent au niveau du cerveau.
C'est une approximation grossière, je conçois. Parce que les experts là d'ailleurs qui disent que on est véritablement sur un modèle très calqué sur le cerveau, le fonctionnement du cerveau humain, je suis pas totalement d'accord avec ça. Bref, ça reste un débat épistémologique et rhétorique dans la communauté scientifique. Mais sachez, pour les non-connaisseurs ou pour les novices, comprenez que donc le deep learning, on va se baser sur une approche, grosso modo, qui voudrait que le cerveau humain est une sorte de masse de neurones qui se transmettent des signaux entre eux, donc via les synapses. Et à travers cette couche d'architecture bien précise, on a réussi à tirer des méthodologies assez puissantes pour pouvoir transformer la donnée de manière à ce que aujourd'hui les outils tels que ChatGPT soient capables de comprendre des textes entiers, des paragraphes, des bouquins, etc. Voilà véritablement l'approche Deep Learning. Quand vous prenez par exemple donc, ChatGPT, GPT, Generative Pre-Training Transformer. Les transformers, donc le T pour les transformers, c'est une architecture justement qui est basée sur le Deep Learning, l'apprentissage profond. Alors ici concrètement c'est quoi? Vous avez plusieurs couches de réseau, des layers, qui vont comporter des milliers et voire des millions de neurones. Et chaque neurone va être un calcul combinatoire qui va être associé à une fonction mathématique pour calculer une valeur bien précise. En fonction de cette valeur, la valeur seuil, dont on appelle souvent, dès qu'elle sera validée, elle transmettra son résultat de sortie au prochain neurone qui se trouve dans la couche suivante. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière couche du réseau. Pour à la fin, faire une prédiction, tout simplement. Pour faire très simple, quand vous utilisez ChatGPT, vous avez un prompt. Donc, vous tapez un prompt. J'ai déjà dit et je le répète et je vais toujours le répéter pour que ça puisse bien entrer dans la tête du cerveau de certains. Le prompt que vous entrez, donc la phrase selon vous au langage naturel que vous avez tapé, pour la machine, pour l'architecture, pour l'intelligence artificielle derrière, ce n'est pas une phrase au sens, je précise, du langage naturel tel que moi ou vous parlons au quotidien. C'est une succession de probabilités qui mesure la vraisemblance de votre chaîne de caractères. C'est ce qu'on appelle un modèle de langage, tout simplement. Et quand on parle maintenant d'un LLM, donc un Large Language Model, donc un grand modèle de langage, c'est simplement qu'ici, on étend la taille du vocabulaire de compréhension de la machine. D'accord? Donc, premièrement, il faut être au préalable, s'assurer que on connaît un modèle capable de comprendre le langage naturel à travers donc la discipline du NLP, Natural Language Processing. Cette discipline-là, effectivement, on nous permet de mettre sur pied donc les architectures en deep learning telles que les transformers, qui à partir de ces modèles en sortie vont nous permettre cette fois-ci de trouver la probabilité du prochain mot vraisemblant à la suite des précédents mots qui lui ont précédé. Cette capacité à pouvoir trouver ce modèle-là a fait bien sûr de recherches très avancées. On n'a pas commencé tout de suite par ce modèle. Il y a eu des modèles archaïques qui ont été testés dès le départ, mais comme le langage naturel est quelque chose d'ambigu, de riche, quand vous dites par exemple que je vais au marché à quelqu'un, pour nous, ça peut être facilement compréhensible. Si on est humain, entre deux humains, tout de suite, on partirait avec le penchant de se dire « Ah, il va au supermarché ». Mais pourtant, la personne a simplement dit « Je vais au marché ». Mais pour la machine, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il faut spécifier véritablement. Il faut trouver le moyen pour que la machine puisse comprendre que derrière, en fond, vous voyez l'ambiguïté, de comprendre que cette personne a dit « Je vais au supermarché ». Parce que dit à la machine « Je vais au marché »,
elle pourrait comprendre que je vais à la bourse, en fait. Je vais faire de la bourse sur les marchés financiers. Et cette capacité à spécifier, à arriver à faire comprendre dans la machine cette subtilité, cette ambiguïté, a nécessité d'énormes travaux en matière de précision et de conception d'outils mathématiques basés justement. Alors, je vous donne les disciplines mathématiques sur lesquelles on se place généralement. Les probabilités conditionnelles, le champ de la théorie des probabilités, tout simplement. Les espaces vectoriels en mathématiques, évidemment. Et par rapport au transformeur, vous avez donc toute la partie numérique, en fait, des mathématiques, des fonctions numériques. Donc voilà, globalement, généralement, les techniques derrière qui ont fait qu'on a pu mettre sur pied un modèle déjà à la base théorique qui a pu être testé, d'accord? Et à partir de là, le dernier coup du marteau, les GPU. Donc, toute la puissance calculatoire. Aujourd'hui, vous avez des data centers, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, tout ce que vous voulez, ils disposent d'énormes quantités de puissance de calcul capables de traiter rapidement ces exercices, en fait. Donc voilà véritablement ce qui a mené l'IA à ce sommet, au point où nous en sommes aujourd'hui avec ChatGPT. Bon, l'IA, machine learning, deep learning, le traitement du langage naturel, voilà les éléments nécessaires à comprendre. Donc, si vous êtes au fait avec ces outils-là, avec ces compréhensions, la philosophie, ne serait-ce que la base de compréhension fondamentale, c'est très très bon signe pour vous. Et nous pouvons avancer par la suite dans véritablement ce que je veux, où je souhaite vous amener au cœur du changement de ce qui est en train de se passer au sein de votre métier. Alors, maintenant, une dernière notion avant de préciser pour pouvoir introduire mon sujet véritablement. Ah oui, ça semble quand même un peu complexe pour certains. Alors, je sais en tout cas ceux qui me suivent à peu près, mais je souhaite véritablement vous donner de la valeur pour que vous puissiez comprendre la mesure des choses qui se passent. Je prends le cas en France. Je suis effaré de voir que dans les journaux, on n'a même pas foutu de choisir un premier ministre, un gouvernement. Le monde francophone, en tout cas, quand je regarde en Afrique, je vois des personnes qui regardent des sujets vraiment... je me dis, je comprends pourquoi on est en retard, véritablement. Parce que vous regardez les TikTok, vous regardez les vidéos YouTube de la plupart des influenceurs et de ce que les gens regardent, vous êtes en droit de vous poser la question si véritablement ces individus sont conscients de ce qui est en train de se passer. En tout cas, pour vous qui êtes là, pour vous qui m'entendez, au moins vous aurez le message. Donc, ceci est dit. Poursuivons maintenant dans une des notions très clés et puissante qui va véritablement changer, apporter le game changer dans le remplacement de votre emploi. Pour un outil d'intelligence artificielle, pour une IA générative, pour un LLM, donc ici un LLM, un outil qui va générer et produire du texte, comprendre, donc compréhension et générer du texte en sortie. Cet outil, prenons le cas le plus connu, donc ChatGPT, conçu par la startup OpenAI. Cet outil a été entraîné sur de vastes gigantesques de données. Donc, c'est un vocabulaire, la taille du vocabulaire, ce qu'on appelle effectivement la taille du vocabulaire d'un LLM assez grand. Je donne toujours comme exemple, Wikipédia, en 2021, dans la langue anglaise, c'était 4 milliards de mots, tout article confondu. Ça, c'est en 2021. Là, on est en 2024. Imaginez la quantité d'articles qui sont rajoutés et en fonction des langues, le français, où vous avez la diversité des synonymes, des contraires, des antonymes et tout le reste. Donc, on est à je ne saurais pas quoi dire les chiffres, mais à minimum 30 milliards de mots. De toute façon, prenez comme exemple du fait que ces outils ont été entraînés sur tous les textes quasiment qui sont sur Internet. Toute la bibliothèque Wikipédia a récupéré des bouquins de livres qui sont dans des bibliothèques
que vous et moi, par exemple, nous n'avons un peu eu accès. Et le tout sur un vaste corpus de sciences, de disciplines assez pointues. Donc la recherche, les mathématiques, la philosophie, la psychologie. C'est comme quelqu'un qui a été entraîné à lire quasiment tous les bouquins sur plusieurs disciplines et qui a pu retenir les concepts clés, les méthodologies, la compréhension profonde de cette discipline en question. Mais vous prenez ça, vous multipliez par un facteur de 10 fois 100, etc., peu importe, mais aussi grand, vous obtenez les LLM en question. Donc les LLM en question, effectivement, se basent sur un vocabulaire assez riche et varié. D'où pourquoi un outil tel que ChatGPT ou Gemini sur Google ou Mistral, etc., est capable de vous comprendre, enfin, de vous donner l'impression de vous comprendre exactement. Je fais exprès à dessein de vous donner l'impression de vous comprendre. Voilà. Retenez bien ceci. En tout cas pour les experts, pour les initiés. Mais je souhaite que vous initiez justement au bon sens du thème. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dès le moment où vous entrez une phrase, un prompt, ce qui se passe derrière, c'est quoi? L'outil est capable d'aller chercher dans son vocabulaire, dans son entraînement, dans ses données, les concepts les plus liés à votre demande, donc à votre prompt, votre phrase, votre entrée. Bon, je ne vais pas entrer dans la manière maintenant par laquelle il passe pour pouvoir trouver ces concepts. J'en ai déjà fait état dans d'autres vidéos. Pour faire rapidement, il y a la notion de vecteur embedding. J'en parle de ça, j'en ai parlé à foison, je suis fatigué de parler de ça, mais allez regarder les autres vidéos. Donc la notion de, d'où pourquoi j'ai parlé des espaces vectoriels comme un champ des mathématiques qui est alors purement vraiment exploité dans l'intelligence artificielle. Bon bref, donc l'outil récupère votre prompt, il entre dans sa base de connaissances, dans l'ensemble de vastes données dans lesquelles il a été entraîné, aller chercher les concepts liés à votre prompt, donc d'où pourquoi l'entraînement a été varié sur plusieurs disciplines. Donc, être capable de faire le lien entre ces différents concepts et vous donner en sortie une réponse par inférence, justement, par raisonnement logique, déduction, méthodologie mathématique, produit un texte de sortie qui vous donne l'impression d'être cohérent. Voilà réellement le processus de compréhension, de recherche d'informations et de génération d'une information rationnelle, cohérente auprès de l'utilisateur à travers une interface donnée. Ça, si vous comprenez ça, vous avez compris le cœur de ce qui se passe, l'enjeu. Maintenant, dans cette définition-là, dans ce processus, il y a quelque chose qui se passe. Il y a ce qu'on appelle la fenêtre contextuelle. Context window. C'est ce que les Américains appellent. Alors, la fenêtre contextuelle, c'est quoi? Ici, ou la fenêtre de contexte. Ici, c'est... Alors, pour faire très simple, je vous donne une métaphore. Lorsque vous débattez avec quelqu'un, lorsque vous avez fini votre premier joute verbal, entre guillemets, la personne, en retour, a le droit de réponse. Dans le droit de réponse, souvent, cette personne vous dit « je vais revenir sur vos propos et après, je vais vous dire en quoi est-ce que vous avez péché au niveau du raisonnement. » Sauf que ce qui se passe souvent, c'est qu'on se retrouve en face de quelqu'un qui revient sur nos propos, mais ne prend qu'une seule partie de nos propos. Peut-être parce qu'elle a oublié ce que vous avez dit au début de votre propos. Dans tous les cas, elle n'a pas pu prendre l'ensemble, l'entièreté de vos propos. Et pour l'intelligence artificielle, ici, la fenêtre contextuelle, c'est ce qu'on appelle la mémoire, en fait, de l'intelligence artificielle. À partir du moment où vous entrez en conversation avec elle. Dans l'exemple que j'ai cité, le fait de récupérer qu'une seule partie de vos propos, donc quelqu'un qui récupère une seule partie de vos propos, cette personne derrière va se baser sur cette partie-là partielle et partiale pour pouvoir vous contredire en gros.
Mais sauf que vous allez dire à la personne, vous n'avez pas tout compris ce que j'ai dit, parce qu'il fallait bien reprendre tout le contexte de mon propos pour pouvoir m'apporter une réponse, un contre-argument. Et l'IA ici, c'est ce qui se passe, c'est que quand on appelle la fenêtre contextuelle, c'est que lorsque vous posez une question à l'intelligence artificielle, si derrière votre contexte ou votre prompt va au-delà du champ de connaissance de l'intelligence artificielle, donc sort de son contexte d'apprentissage, l'intelligence artificielle ne pourra pas vous répondre avec une réponse cohérente. Parce qu'évidemment, vous sortez du contexte d'entraînement dans lequel il a été entraîné en tant qu'outil. Voilà ce que l'on appelle la fenêtre de contexte. C'est la mémoire donc de l'IA ici en question. C'est la mémoire sur laquelle il est capable de se baser pour pouvoir échanger, converser avec vous, vous apporter un certain nombre de connaissances et tout en restant pertinent du début jusqu'à la fin. Dans les méthodologies du traitement du langage naturel, Natural Language Processing, il y a des méthodologies de l'art du prompting. En gros, comment écrire des prompts pour pouvoir être précis et en accord avec la conversation au niveau de la machine. Cela s'apprend et bien évidemment, je forme également celles et ceux qui voudraient se lancer dans l'IA dans ce sens-là. Et donc, poursuivons notre exemple. Maintenant, prenons avec une précision beaucoup plus fine une intelligence artificielle, donc derrière vaste méga quantité de données, taille de vocabulaire, taille des tokens. Les tokens, donc c'est une unité de mots, une unité de ce qui va constituer un mot pour la machine ou un segment de caractères ou des morceaux de mots. Et quelles que soient les machines en question, la taille est toujours limitée. C'est un nombre entier naturel. Et les GPT-2 ou 2, par exemple, on était à minimum... En tout cas, c'est assez vaste. Je ne pourrais pas dire réellement. Mais je pourrais vous dire la taille des vecteurs d'embedding. Pour coder, par exemple, un mot numérique, pour GPT-2, on était à 768 dimensions. Ça veut dire que pour un vecteur donné de composantes, donc un espace vectoriel dimension 2, vous avez un vecteur. Dimension 3, vous avez 3 composantes. Dimension 768, vous imaginez, voilà un vecteur, la taille d'un vecteur d'embedding pour coder un mot. Et maintenant, la taille du vocabulaire, alors je pense que de ce que j'ai regardé, il ne révèle pas réellement. On peut comprendre justement le point stratégique là-dessus. Mais dans tous les cas, le vocabulaire va maintenant être l'ensemble du nombre de tokens se trouvant dans une intelligence artificielle. Si maintenant votre contexte va au-delà de l'ensemble des tokens requis pour comprendre des mots, je vais simplifier pour celles et ceux qui ne comprennent pas ce que je vais dire dans le mot token. Si votre contexte, même si comprenez token pour la machine, c'est une unité de mots. Ce n'est pas forcément un mot au sens que nous l'entendons. Ça peut être un mot, mais divisé en plusieurs morceaux de caractères. Alors, pour faire simple, donc, si votre contexte va au-delà de l'ensemble des tokens requis par la machine, vous dépassez son contexte et par conséquent, le contexte requis sur lequel l'IA va se baser sera un contexte partiel. Et en sortie, vous aurez une réponse, toujours. Voilà. Mais sauf que cette réponse ne sera pas idéalement cohérente avec ce qu'on voudrait réellement. Ouf. Là, déjà, je pense que vous pouvez vous arrêter ici et réécouter à nouveau. Parce que je pense que je ferai une deuxième vidéo pour pouvoir produire l'ensemble des informations qui arrivent. Je vais juste conclure avec la dernière partie, mais très très dense. Et je développerai cette deuxième partie dans une prochaine vidéo. Ce que je viens de vous faire comprendre ici dans la fenêtre contextuelle, contexte Windows. Ce que je viens de vous faire comprendre ici dans la fenêtre contextuelle Windows, c'est très essentiel parce que c'est sur cette notion que les grandes firmes actuellement, les GAFAM sont en train de s'appuyer pour pouvoir tester le remplacement des salaires, oui, des salariés, bien sûr. Lapsus révélateur, bien évidemment. Qui dit remplacement des salariés dit remplacement effectivement des salaires. En faisant quoi?
en essayant de trouver la fenêtre contextuelle de votre emploi. Prenez un instant pour pouvoir mieux méditer sur ce que je viens de dire. En essayant, je répète, d'estimer la fenêtre contextuelle de votre tâche au quotidien. Au quotidien, prenez un salarié. Un salarié, c'est quoi? C'est un individu qui effectue plusieurs tâches interconnectées au quotidien. Si je prends un salarié sur une période relativement pertinente, on va dire sur 1 an ou 6 mois, je peux, en tant que manager, voir l'ensemble des tâches produites au quotidien par le salarié en question. Et ces tâches-là, bien évidemment, sont interconnectées parce qu'à la fin, il y a un livrable qui est produit. Donc, il y a une production qui est mise en service pour la société. Maintenant, l'idée ici, c'est de trouver donc l'ensemble du périmètre qui fait en sorte que je suis capable d'estimer la compréhension de chaque tâche, les unes connectées avec les autres. Si j'ai ça, si je suis capable d'établir ce périmètre-là, j'ai, avec 99% de probabilité, d'estimer réellement ce que fait un salarié au sein d'une entreprise en tant que manager. Maintenant, je vais me baser de cette connaissance-là, qui vont être de ces connaissances au pluriel, de ces informations, qui vont être transformées sous forme de données. Je n'ai plus qu'à transformer ces informations-là, ces connaissances-là, sous forme de data, à partir desquelles je vais pouvoir appliquer les méthodes dont je vous ai présentées tout à l'heure, définir qu'est-ce que le machine learning, l'apprentissage automatique, ou le deep learning, l'apprentissage profond. Si je suis capable de trouver un modèle d'inférence qui pourra inférer sur les données obtenues à partir des connaissances de la fenêtre contextuelle du salarié, produit un modèle en sortie, qu'est-ce qu'au final j'ai? J'ai donc la pensée, je viens de résumer, l'IA ou l'agent intelligent, ici en l'occurrence, puisqu'on va basculer principalement dans le monde des agents intelligents, c'est la prochaine étape, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, l'agent intelligent capable donc de remplacer le salarié de A à Z dans toutes ces tâches d'activité. Si j'ai ça, je remplace le salarié au sein de l'entreprise. Et encore plus mieux, avec le temps, je pourrais mieux affiner ce modèle parce que il suffira simplement d'observer, de continuer à explorer l'ensemble des tâches effectuées par le salarié sur une plus longue période. Si j'avais pris 6 mois au départ comme temps d'observation, je pourrais prendre une période plus large, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et puis la période, en général, en entreprise, au bout d'1 an, on sait réellement ce que vous faites, et voire moins d'ailleurs. D'où pourquoi les métiers en freelance, avec la période d'essai, si au bout d'1 semaine, 2 semaines, vous n'avez pas produit quelque chose, vous êtes viré. Vous voyez? Donc, et la puissance calculatoire, n'oubliez pas, aujourd'hui nous permet facilement en un temps record. Dès qu'on a la théorie en fait établie, la fenêtre contextuelle, derrière, on appuie sur un bouton, grosso modo, les algorithmes se déclenchent et au final, on obtient un modèle assez fiable, très très fiable d'ailleurs. Voilà donc ce qui est en train de se passer au niveau des grandes sociétés de la Silicon Valley. Et vous n'êtes pas près de ce qui est en train de se passer, surtout en France, surtout dans le monde francophone, où les choses véritablement ne sont pas révélées avec précision. Moi, alors, je pars du principe que la connaissance bénéficie à tout le monde. Donc, je partage avec vous, c'est gratuit. Voilà. Après, pour celles et ceux qui aimeraient aller beaucoup plus loin, tout dépendra de votre motivation, de votre sensibilité. Mais dans tous les cas, je constate qu'en France, principalement les informations, moi je prends la peine, et parce que je suis aussi dans le domaine, mais en tout cas les informations sont là, vous pouvez également faire la même chose que moi, mais je bénéficie en tout cas par mon métier et des connexions que j'ai avec des personnes dans le monde anglo-saxon, de mieux comprendre ce qui est en train de se passer, de mieux voir la trajectoire des choses
Et j'estime que cela est essentiel à partager pour celles et ceux qui sont dans le monde francophone, qui ne se préoccupent pas ou bien qui sont distraites par, en tant que personne, par des activités futiles et des informations, du bullshit en fait que les médias français nous balancent au quotidien, ou francophones bien évidemment. Voilà, je m'arrête là. Mettez un pouce bleu, likez, partagez massivement cette vidéo. Je vous exhorte à le faire pour que la connaissance puisse être distribuée à l'ensemble de tous. Le but, c'est de progresser tous ensemble, d'être au même niveau d'information. Et après, l'intelligence pourra être beaucoup plus riche pour tous. Voilà le leitmotiv de ce qui m'anime réellement. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien. On se revoit la prochaine où je vais détailler cette fois-ci maintenant comment la fenêtre de contexte, la fenêtre contextuelle de votre métier pourra être mise en pratique avec le machine learning. De quelle manière, par quel processus, pour pouvoir arriver à la création, à la conception et à la création d'un agent intelligent capable de porter l'ensemble des exécutions, de toute l'exécution de vos tâches de A à Z interconnectées jusqu'en phase de sortie. Merci les amis, on s'abonne encore une fois de plus, je le répète, et on se revoit la prochaine. Restez connectés et portez-vous bien.